Je suis professeur Jean-Maxime Bernard de la faculté d'ethnologie, responsable du département des sciences du développement. La semaine dernière, j'ai reçu un appel du doyen Claude Mandas qui m'a demandé de participer aux séances de débat de la chaire de Montferrier-Dorval. Je lui ai dit, bon, c'est pas de problème, d'autant plus que je connais déjà le professeur Doléan, qui m'a invité déjà peut-être le 18 mai 2022, je ne me rappelle pas exactement l'année, à participer à un débat sur la jeunesse, je me rappelle. Je me suis dit, ce sont les sommités de la République, donc pourquoi ne pas participer et donner ma contribution dans le débat sur les problèmes du pays. Alors, tout de suite, il me vient à l'esprit, et alors je dois vous dire, et au niveau de la faculté d'ethnologie, et surtout au département des sciences du développement, on a créé l'année dernière un laboratoire qui doit permettre aux étudiants et aux professeurs d'élaborer des recherches sur le problème du pays en général et permettre aux étudiants de faire des recherches, d'exposer les résultats de leurs recherches et des professeurs. Et également permettre non seulement aux professeurs de la faculté d'ethnologie, mais également aux professeurs, à l'ensemble des professeurs de l'Université d'État d'Haïti et pourquoi pas des autres universités privées à pouvoir normalement participer à ces recherches et publier également les résultats. De même, il y a la faculté d'ethnologie de tradition, depuis la présence du feu docteur Jean-Baptiste Romain à la tête de cette faculté, c'est une tradition d'avoir un bulletin permettant de mettre en évidence les recherches menées à travers le pays. Bon, il y a depuis assez longtemps que ce bulletin est en veilleuse, donc on aimerait normalement le relancer. Donc, ceci dit, on est en train de monter des programmes de recherche ou des projets de recherche qu'on est en train de présenter à l'Université d'État d'Haïti comme possibilité de soutien financier pour pouvoir le faire. Alors, dans le cadre de tout cela, eh bien, on est en train de préparer une recherche pour voir normalement voir quel est le problème qui est posé en Haïti pour ce qui s'agit de la démocratie et de la participation des Haïtiens aux élections, d'autant qu'on est dans une période préélectorale. Et comme Maître Doléan vient de le dire, il y a un problème qui est posé en face de nous. On a une constitution. Est-ce que la constitution est appliquée ou bien est applicable? Pourquoi est-ce que l'haïtien n'arrive pas à se mettre au pas dans la vision globale de la démocratie? Donc, le laboratoire pense mettre ce projet de recherche en branle et porter les étudiants à prendre part, porter les intellectuels haïtiens à y prendre part, de façon à pouvoir retrouver justement les causes portant les Haïtiens à avoir un comportement apparemment, même lorsqu'on se dit démocrate, mais est-ce que réellement on veut marcher suivant la vision occidentale de la démocratie? Est-ce que c'est cette vision occidentale qui ne cadre pas à notre mentalité? Ça, c'est un autre problème. Nous pouvons toujours l'imaginer, mais jusqu'à présent, on n'a pas les données suffisantes pour dire si l'haïtien n'est pas fait pour la démocratie, ou du moins, est-ce que c'est la forme ou le type de démocratie qu'on nous présente, est-ce que c'est ça qui ne cadre pas à notre mentalité? Alors,
si on fait un peu de l'histoire, on se rappelle, on a eu de 1915 à 1934 une occupation étrangère. Et cette occupation, dit-on, serait, si vous voulez, une correction que le grand voisin ou bien le grand frère, alors nous n'allons pas retourner ça, je laisse ça pour les historiens et qui vont travailler là-dessus. En Amérique, si les États-Unis est le premier pays indépendant, Haïti, c'est le pays qui vient après. Donc, on peut le considérer comme un grand frère, mais est-ce qu'aujourd'hui il est l'oncle, ou bien est-ce qu'aujourd'hui il est, si vous voulez, le gendarme qui nous conduit? On ne sait pas trop. Mais de toute façon, de 1915 à 1934, on a connu une occupation étrangère et l'objectif, dit-on, de cette occupation, c'était de corriger la dérive. Mais de 1934 à 1950, si on veut passer rapidement sur ces 26 ans, ou bien ces 16 ans, pour arriver à 1950, si on prend de 1950 à aujourd'hui, ou bien jusqu'en 86, on a constaté, depuis la chute ou bien la démission estimée, eh bien, on n'a pas eu réellement un passage démocratique au cours duquel le peuple a choisi librement le président ou bien les dirigeants et que c'est à la fin du mandat de ces derniers-là, eh bien, qu'on passe le pouvoir de façon démocratique comme ça se fait dans certains pays occidentaux, dont les États-Unis d'Amérique. Alors, si on retourne à l'histoire, on se rappelle comment Dimas Estimé a laissé le pouvoir pour donner la place, ou bien il a été évincé du pouvoir par les militaires de l'époque, et l'évincement a conduit et a permis au colonel Magloire de prendre le pouvoir. Et vous vous rappelez comment Magloire, même lorsqu'il a terminé son mandat, mais il n'avait pas l'intention de remettre le pouvoir démocratiquement. Et ce qui s'est produit pendant l'année 1957, et comment les problèmes qu'il y avait de décembre 56 à juin 57, l'évincement de Daniel Filignolé, et comment est-ce que le colonel Kebro a pris le pouvoir, les élections de 1957 et ces élections qui ont conduit François Duvalier au pouvoir en octobre, le 22 octobre 57. Il a passé de 57 jusqu'à 71 au pouvoir. Comment il a changé la Constitution en 64, qui lui a donné le pouvoir à vie avec le droit de nommer son successeur, et comment il a donné le pouvoir à son fils Jean-Claude Duvalier en 1971, avant de mourir. Le référendum qu'il a organisé, qui lui a permis de passer le pouvoir à son fils Jean-Claude Duvalier, et ce dernier est proclamé président à vie et intronisé le 22 avril 1971, 3 jours avant les funérailles de son père, pour réaliser le 24 avril 1971. Vous vous rappelez, pendant les 15 ans passés au pouvoir, Jean-Claude Duvalier a mené le pouvoir avec des mains de fer, et il a trouvé moyen pour pouvoir normalement se protéger contre tout soulèvement, qui voulait renverser au pouvoir. Et malgré tout, vous vous rappelez comment les États-Unis d'Amérique ou la presse internationale l'ont forcé à faire des concessions, en particulier la libération des prisonniers politiques, l'exil donné à ces derniers. Et non seulement il a laissé partir certains prisonniers politiques, mais également il a fait des concessions en essayant de
d'éliminer ou bien de faire disparaître la peine de mort, et le référendum qu'il a organisé le 22 juillet 1985. Mais vous vous rappelez, les élections, les résultats truqués et les critiques provoquées par ces résultats ont porté la population à se manifester, et ces manifestations ont conduit à la mort de les jeunes des Gonaïves, qui a encore soulevé la population davantage. Et vous vous rappelez, le 7 février 1986, Jean-Claude Duvalier et sa famille ont dû prendre l'exil pour laisser, si vous voulez, souffler sur le pays, si vous voulez, un moment, dit-on, démocratique ou un mouvement démocratique. Et ce qu'on appelle à l'époque mouvement bamboche démocratique pour certains, mouvement populaire pour d'autres, cette situation nous a amené non seulement à si vous voulez, la Constitution de 1987, ratifiée le 29 mars de cette année. Et c'est sans doute pourquoi on parle de la Constitution de 1987. Le problème qui se pose aujourd'hui, de 87, de la Constitution de 1987 à aujourd'hui, est-ce que réellement on a assisté à un changement démocratique au point que les gens qui accèdent au pouvoir de 87 à aujourd'hui, est-ce que ce sont réellement des démocrates? Du 29 novembre, il y a eu la première manifestation électorale le 29 novembre 1987, à janvier 2017, les dernières élections législatives qu'on a eues, qui a amené des députés, des sénateurs en particulier au pouvoir. Est-ce que de cette période à aujourd'hui, combien d'élections qu'on a organisées et comment ces élections ont été organisées? Quel est le taux de participation de la population? Mais ce qu'on a constaté, non seulement de 86 à aujourd'hui, eh bien, on n'a pas vu, s'il y a eu un élan le 29 mars 1987 pour la ratification de la Constitution, on a parlé d'un engouement, je n'étais pas là à l'époque, j'étais à l'étranger, et d'un engouement pour les élections du 29 novembre 87. Mais après, j'ai assisté plus ou moins de près les élections de 88, amenant le professeur Maniga au pouvoir. J'ai assisté les élections de décembre 90, amenant Jean-Bertrand Aristide au pouvoir, etc., etc. Le retour de la démocratie, entre guillemets, les élections après, les élections de novembre 2020, etc., etc., jusqu'aux élections de novembre 2016, amenant le président Jovenel au pouvoir. Jusqu'à aujourd'hui, il faut savoir quelle est la réaction de la population haïtienne au sujet de la participation aux élections et quelle est la conception que l'haïtien se fait de la démocratie. Et c'est justement ces inquiétudes, ce souci-là qui nous porte à pouvoir penser à un projet de recherche de façon à trouver des données palpables pouvant normalement dire à l'haïtien, c'est vrai, tout le monde a une idée, on se fait une idée, on se donne une idée des problèmes qui pourraient empêcher à l'haïtien d'être démocrate. Mais ce sont des idées éparses. Nous aimerions, au niveau de la faculté d'ethnologie, au niveau de l'université d'État d'Haïti, d'avoir des données concrètes, de façon globale, pour avoir ce qu'on appelle, si vous voulez, une masse critique, pour dire non seulement à l'haïtien, aux décideurs haïtiens, aux leaders haïtiens, leaders politiques, leaders religieux, etc., etc., et même à la communauté internationale, qui rentre souvent dans les élections en Haïti, qui pense nous donner
une orientation démocratique. Parfois, est-ce que, comme a dit l'autre, comment il s'appelle, peut-être Schweiger, qui disait en 80, peut-être en 92 ou 93, à la veille du retour à la démocratie, que l'haïtien manque des chromosomes. Alors, est-ce que nous manquons des chromosomes ou bien il y a quelque chose qui ne marche pas? Justement, c'est ça que nous voulons avoir comme données palpables. Non, pas seulement l'idée de petits groupes ou d'un clan, mais en général, l'idée de l'haïtien en général, quel que soit son niveau, quelle que soit sa position sociale, de façon à pouvoir mettre ces données à la portée de tout le monde, et surtout les éducateurs qui pensent élaborer des programmes d'éducation à la citoyenneté, comment ils peuvent les utiliser de façon à pouvoir normalement bâtir un programme d'éducation, pouvoir nous orienter, pas précisément dans la voie des Occidentaux, mais une voie qui nous permettrait d'avoir, si vous voulez, une stabilité politique pour faire le développement du pays. Et c'est ça notre projet. Alors nous pensons que pour ramasser les informations, non seulement nous allons introduire les étudiants de la faculté d'ethnologie et d'autres facultés dans la collecte des données, mais nous allons utiliser comme méthodologie les méthodes qualitatives de façon à pouvoir ramasser les informations, les premières informations pour nous permettre de bâtir un questionnaire structuré et de façon à pouvoir organiser ou bien réaliser un sondage d'opinion pour que à la fin du mois de mars au moins, c'est ça que nous pensons, commencer depuis le mois d'octobre pour arriver au mois de mars, nous avons les résultats, les mettre à la disposition des gens qui vont travailler sur la Constitution, si possible, des gens qui vont travailler sur les élections, qui vont travailler sur les programmes d'éducation à la citoyenneté, de façon à pouvoir des données palpables. Voilà le fond du projet. Nous estimons que si l'Université d'État d'Haïti, et à travers la faculté d'ethnologie et le concours des autres facultés, et si l'Université d'État d'Haïti arrive à mettre ces données à la disposition du pays, eh bien, elle participera à la, si vous voulez, et au leadership qui pourrait recréer un nouveau idéal haïtien. Voilà en gros ce que nous avons à dire dans cette journée première débat dans le cadre de la chaire d'Orval, et que j'espère que l'assistance va peut-être poser des questions davantage et porter des critiques de façon à pouvoir consolider le projet et à partir d'octobre commencer à ramasser les informations ou bien à, si vous voulez, élaborer les outils d'enquête pour pouvoir mener cette recherche à jour. Merci beaucoup pour votre participation. À une étudiante de la faculté qui aura à vous faire une lecture d'un document de contribution que nous a fait l'AFPEC. D'abord, je vous invite, vous aussi, à faire des contributions, soit par votre présence, soit par des questions, et aussi soit par des documents, afin de participer à la réussite du projet de la chaire Montferrier d'Orval. Nous faisons place à Gisèle, qui va vous lire un document de l'AFPEC, qui est la contribution de l'AFPEC à la chaire Montferrier d'Orval. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur le protecteur du citoyen, Monsieur le doyen de la faculté de droit et des sciences économiques, Monsieur le président du conseil scientifique de la chaire, Mesdames, Messieurs les professeurs, Mesdames, Messieurs les cadres, représentants de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne. Comme annoncé la modératrice, nous allons vous lire un document reçu de l'AFPEC via l'email chairmdorval@commercialgmail.com. Donc c'est un document qui justement est inscrit dans le cadre de ce débat portant sur les fondements ontologiques d'Haïti. Constitution de la refondation, document de travail,
Article sur les fondements ontologiques d'Haïti. Article 1. La République d'Haïti est, par son histoire, le patrimoine de l'humanité. C'est la sœur aînée qui s'est sacrifiée pour indiquer au peuple frère le chemin de la liberté et de la dignité. Chaque Haïtien doit assumer cet héritage avec humilité, reconnaissance et foi en l'avenir. L'État préserve ce patrimoine pour les générations actuelles et futures de tous les pays du monde. Article 1.1. L'État fait bien écrire l'histoire d'Haïti et le fait connaître par les Haïtiens eux-mêmes et par tous les peuples du monde entier, de génération en génération. Un film est réalisé sur l'histoire d'Haïti et projeté partout en Haïti et à l'étranger. Article 1.2. L'État nourrit sans cesse l'imaginaire haïtien de cette histoire et en fait une source permanente d'inspiration et un levier pour motiver les Haïtiens d'aujourd'hui à réaliser encore de plus grandes œuvres pour eux-mêmes, pour leur pays et pour l'humanité tout entière. Article 2. Haïti est une terre d'accueil pour les personnes en quête de liberté et un lieu de pèlerinage pour celles à la recherche de ressourcement. Article 2.1. Une journée haïtienne de la liberté est célébrée le 22 août de chaque année pour commémorer le grand soulèvement général des ancêtres. Article 2.2. La journée haïtienne de la liberté n'est pas un jour chômé. Les écoles, les différentes administrations publiques et privées, toute la nation haïtienne, en Haïti et à l'étranger, cessent les travaux habituels et se livrent à des activités qui rappellent et dégagent la portée de ce qui s'est passé dans la nuit du 22 au 23 août 1791 et mettent chaque Haïtien devant sa responsabilité de garder ce patrimoine et d'en faire un tremplin pour construire l'avenir. Article 2.3. Un hymne à la liberté est chanté et un monument dédié à la liberté est érigé dans la capitale haïtienne. Une représentation du même monument sera installée dans toutes les communes de la République. Un billet de banque est créé à l'effigie du monument de la liberté. Article 2.4. Un musée de la liberté est construit. Article 3. Tout en garantissant à chacun le droit de vivre sa foi, son mysticisme et son athéisme dans le respect de la loi, de l'ordre public et des droits des autres citoyens de vivre dans la paix, l'État encourage une spiritualité authentiquement haïtienne, enracinée dans la civilisation millénaire des ancêtres, fortifiée par les avatars et vicissitudes historiques et engagée dans une quête permanente du meilleur de soi pour son épanouissement personnel et celui des autres, pour le progrès d'Haïti et celui de l'humanité. Article 4. L'État réglemente la reconnaissance et le fonctionnement des religions et des cultes. Il ne fait aucune discrimination entre les cultes, religions et écoles mystiques qui ont l'obligation d'alphabétiser leurs membres et les personnes vivant dans le voisinage de leurs établissements et de les initier à des professions. Article 5. Après son histoire, la culture est la plus grande richesse d'Haïti. La musique, l'art, la danse, la gastronomie, les rites et les autres expressions de la culture haïtienne constituent un patrimoine inépuisable et une source d'inspiration et d'exaltation. Article 5.1. L'État prend les dispositions pour valoriser la culture nationale et les créateurs. Il fait perpétuer cette culture à l'intérieur du pays et la fait connaître à apprécier à l'étranger. Il fait de la culture haïtienne un élément de cohésion et de refondation nationale. Article 5.2. Les créateurs sont encouragés à perpétuer la culture haïtienne. Chaque Haïtien est à la fois le défenseur et l'ambassadeur de sa culture qu'il porte partout et dont il parle en toutes circonstances. Article 6, dernier article. Les richesses archéologiques, historiques, culturelles et folkloriques du pays
de même que les richesses architecturales, témoins de la grandeur de notre passé, font partie du patrimoine national. En conséquence, les monuments, les ruines, les sites des grands faits d'armes de nos ancêtres, les centres réputés de nos croyances africaines et tous les vestiges du passé sont placés sous la protection de l'État. La loi détermine pour chaque domaine les conditions spéciales de cette protection. Donc, ce sont tous ces articles que nous avons reçus de l'AFPEC via l'email de la chaire Montferrier Dorval. Donc, comme on avait dit au début, ces différents articles ou encore ce document est porté justement sur les fondements ontologiques d'Haïti. Je vous remercie. En guise de rappel, je vous fais savoir que vous êtes à la salle de conférence Victor Benoît, à l'OPC. Vous assistez à la chaire Montferrier Dorval du droit constitutionnel, créée par le Conseil exécutif de l'Université d'État d'Haïti le 12 mars 2024 et officiellement lancée le 20 août 2024. Cette chaire entreprend une évaluation de la Constitution de 1987 à travers une série d'activités intitulées les mercredis de la chaire. Je vous demande d'applaudir, mesdames et messieurs, cette initiative qui sera très importante pour la constitution de notre pays. Cette chaire, immortalisant notre regrettable professeur et bâtonnier Montferrier Dorval, est créée dans le but de renforcer l'enseignement et la recherche en matière constitutionnelle. Vous venez d'assister à l'intervention de notre professeur Matthius Bernard. Et maintenant, je lance le débat. Avez-vous des questions pour le professeur Matthius Bernard à propos de ce qu'il vient de vous dire? Avant tout, je vous demande d'applaudir encore une fois le travail de notre professeur Matthius Bernard aujourd'hui. Avez-vous des questions pour notre professeur? Nous avons une question. Vous vous présentez d'abord et après vous posez la question. Je suis Griff Boulot, directeur de protection des droits à l'OPC. Et je vous félicite, professeur, de votre présentation. Ma première question, c'est concernant, c'est une question qui est plutôt d'ordre méthodologique. Alors, en ce qui concerne cette recherche qu'on va réaliser, est-ce que ce sera une recherche interdisciplinaire? Et comment on va tenir compte de l'interdisciplinarité de la recherche? Et en ce qui concerne ma deuxième préoccupation, on sait qu'en Haïti, ça fait longtemps, on réalise des recherches appliquées en Europe. Il y a des solutions qui sont proprement européennes, occidentales. Et on vient en Haïti avec ces propositions, ces perspectives, sans avoir réalisé des recherches appliquées dans la société haïtienne. Et on arrive parfois à nous dire que pour résoudre la crise haïtienne, on peut passer ou bien on doit passer par l'organisation des élections. C'est comme ça, c'est une perspective, une vision occidentale. Et parfois on organise des élections, mais ça c'est pas vraiment l'organisation des élections ne provoque pas véritablement le changement social. Maintenant, je me pose cette question. C'est concernant le cadre théorique de cette recherche. On va utiliser les théories occidentales ou bien on va faire une approche décoloniale afin de rompre avec les perspectives occidentales. Merci beaucoup. Alors, je salue la présence du recteur, professeur Fritz Desom. Alors, justement, pour répondre à la première question, à savoir est-ce qu'il y aura une interdisciplinarité dans la réalisation de la recherche, c'est-à-dire, ce que nous avons en tête en concevant ce projet de recherche, c'est d'utiliser les méthodes des sciences humaines et sociales de façon à pouvoir cerner ce problème
ce souci que nous avons qui se pose comme problème. C'est-à-dire, on a constaté dans l'histoire d'Haïti, si vous voulez, la prise du pouvoir n'est pas quelque chose qui se fait de façon consensuelle. Ou bien il y a un autoritarisme qui est à la base, ou bien il y a un assautement, ou bien on fait des trucages pour pouvoir avoir le timon des affaires de l'État. Donc c'est un souci que nous avons. Même lorsqu'on a parlé d'une période démocratique ou bien d'un ère démocratique en Haïti, mais on a constaté que ça n'a pas donné la solution escomptée. Donc nous voulons savoir quelles sont les causes. Nous ne savons pas encore les causes. Nous sommes à la recherche de ces causes-là. Et nous allons utiliser les méthodes des sciences humaines et sociales de façon à pouvoir ramasser, collecter les données et donner une explication. Nous sommes à la recherche de cette explication-là. Donc, le problème, est-ce que la démocratie ou bien la réalisation des élections est la solution du problème? Nous ne le disons pas encore. Et nous avons posé comme problème, est-ce que la vision démocratique que l'Occident nous présente, est-ce que cette vision colle avec la mentalité haïtienne? Donc, c'est ça notre déjà un questionnement. Nous sommes en train de chercher à savoir quelles sont les causes qui nous met si vous voulez, je ne dirais pas à l'écart, mais quelque chose de parallèle avec la vision occidentale de la démocratie. Donc voilà l'explication que je peux donner à votre inquiétude. Donc vous avez parlé d'application, on conçoit une vision théorique occidentale qu'on veut appliquer en Haïti. Bon, qu'on le veuille ou non, le monde n'est pas isolé. Donc l'éducation, la formation que nous avons, ce n'est pas une formation purement haïtienne. Et qu'on le veuille ou non, lorsqu'on parle de la question le plus souvent qu'on pose, lorsqu'on considère dans l'évolution de l'homme à travers l'histoire et l'évolution de l'homme à travers l'évolution des sociétés humaines, lorsqu'on a placé un moment qu'on appelle la période de civilisation, ça a toujours choqué certains Haïtiens, disant que cette vision évolutionniste ne donne pas la solution au problème, comme si les gens qui ne savent pas lire ne sont pas des hommes. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Mais qu'on le veuille ou non, l'éducation, à savoir l'écriture, a marqué, si vous voulez, une étape importante dans l'histoire de l'humanité. Le fait qu'on est capable de se communiquer à travers l'écriture, à travers la lecture et les nouvelles technologies, ça donne un avantage pour que le monde constitue, si vous voulez, une plateforme où tout le monde se rencontre, où tout le monde peut dialoguer et communiquer. Donc, le fait de pouvoir, de connaître la vision étatique du monde, ça ne veut pas dire pour autant qu'on peut bâtir des sociétés universelles. Ce n'est pas ça que je dis. Mais de toute façon, le fait de pouvoir comprendre l'autre et d'être plus ou moins de savoir comment parler avec les autres, vivre de façon tolérable comme tout le monde, ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit recouper textuellement la vision occidentale. D'accord. Merci. Vous assistez à la chaire Montferrier-Dorval sur le droit constitutionnel. Le droit constitutionnel est une branche du droit public qui concerne les règles fondamentales régissant l'organisation et le fonctionnement des institutions politiques d'un État. D'abord, nous avons notre professeur Maximus Bernard qui vient d'intervenir. Mais avant de continuer avec la séance des questions, je vous demande, mesdames et messieurs, de bien vouloir vous lever pour accueillir le recteur de l'Université d'État d'Haïti, M. Fritz Deshommes. Et je lui cède le micro. Simplement pour présenter mes chaudes félicitations aux instances de la chaire qui la rendent concrète, pertinente, parce que ça fait pas longtemps que la chaire a été lancée
Et très rapidement, ces mercredis de la chaire nous réunissent sur des débats que je trouve déjà intéressants. Je voudrais saluer également le public. Je n'ai pas pu être présent à la présentation du professeur Maxius Bernard, mais la seule intervention que j'ai pu entendre me disent que, en termes d'orientation, de méthodologie pour réaliser cette évaluation de la Constitution de 87, rend déjà optimiste sur les résultats que nous attendons et sur également le rôle que l'université joue dans cette initiative. Merci encore, compliments. Je me réjouis davantage lorsque le recteur est parmi nous. Je me sens renforcé. Et merci encore, recteur, de votre présence. Alors, ma question, j'en profite aussi pour saluer la présence dans la salle et le représentant de la faculté d'ethnologie. Alors, je salue mon ami et professeur Maxi. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas rencontrés. La chaire nous a permis de nous revoir. Et un grand merci. Et également pour votre intervention. Alors, ma question, c'est peut-être une vraie préoccupation qui entre dans le cadre de cette réflexion. C'est tout d'abord l'homme haïtien, dans cette démarche ontologique, anthropologique, sociologique. Aujourd'hui, sommes-nous en mesure d'identifier l'homme haïtien, mais dans la logique de Jean Plasmans, l'être haïtien, quand Dieu dit l'homme haïtien. Et un Chinois, un Indien, un Européen, et je pense qu'il y a des critères peut-être disponibles, ne serait-ce que de manière sommaire, pour les identifier. À un moment donné, Jean Plasmans et beaucoup d'autres ethnologues, sociologues ont essayé d'identifier l'être haïtien avec nos valeurs transcendantales, fondamentales, etc. Mais aujourd'hui, dans ce contexte de globalisation du monde, de régionalisation, avec ce cortège de libre circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux, des mœurs, et nous autres, avec cette descente aux enfers, de plus en plus, de jour en jour, où nous sommes en train de nous perdre, est-ce que, professeur, nous sommes en mesure aujourd'hui de nous identifier à l'aune de nos valeurs fondamentales ou de quoi en retourne cette question? Merci.